Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Lady Boss Mode On, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Emma. Emma est sophrologue certifiée spécialisée dans l'anxiété et son but est de rendre la thérapie accessible à toutes les anxieuses. Elle est également l'hôte du podcast Panique pas, que j'adore au demeurant, et la fondatrice du Sophro Club, une plateforme en ligne thérapeutique. Emma, bienvenue. Merci, trop contente et franchement trop honorée d'être ici avec toi aujourd'hui. Bah, écoute, c'est un plaisir de t'avoir en tant qu'invitée parce que je sais que tu sais comment l'exercice se passe et du coup, ça va se passer très bien. Totalement. Est-ce que tu as des précisions à apporter sur la présentation que j'ai faite en introduction? Et est-ce que tu peux nous parler de ton business et de ta stratégie, s'il te plaît? Déjà, tu suis pas très bien présentée. Donc des précisions, peut-être sur le fait que la sophrologie, c'est une thérapie psychocorporelle. Donc en tant que sophrologue, on fait pas que de la relaxation et de la respiration, on fait partie du corps très large des thérapeutes. Et du coup, moi, j'exerce, donc je fais du one-to-one, majoritairement en téléconsultation, donc en visio et aussi, en cabinet. Et après, du coup, j'ai aussi une offre en ligne. Donc, il y a un membership qui s'appelle le Sophro Club pour toutes les personnes pour qui la thérapie en fait en one-to-one n'est pas accessible. Parce que moi, du coup, c'est un accompagnement, mais je le fais plutôt en séance à la carte, comme un suivi thérapeutique classique en cabinet ou en téléconsultation. Et voilà. Et je suis vraiment sur tout ce qui est troubles anxieux, donc de la crise d'angoisse, au stress chronique, à la somatisation, aux problèmes de confiance, d'estime et de sommeil. Donc voilà. Parce qu'en général, tout est lié. Exactement, totalement. Bah, et puis c'est vrai que j'ai tendance à penser quand même que le stress, c'est un petit peu la maladie du siècle qu'on est en train de vivre, que jusqu'à maintenant, on n'est pas armé pour pour intervenir en préventif et encore moins en curatif, même s'il y a quand même des choses qui sont en train de se développer et heureusement. Donc, comment toi, t'en es venue à travailler sur les sujets d'anxiété, justement? Alors déjà parce que moi j'ai été anxieuse pendant, une énorme partie de ma vie puisque ça a commencé j'étais vraiment toute petite. Enfin selon ma maman à qui j'avais demandé, ça a commencé en maternelle. Donc comment dire que c'était déjà le concept était déjà bien acquis. Donc ça a surtout voilà, c'est surtout parti de mon expérience à moi, de voir que, effectivement, on prévient pas du tout pour moi l'anxiété, que ce soit et en fait, ils se rendent compte aussi que l'anxiété, elle prend plusieurs formes au fil de la vie. C'est-à-dire qu'enfant, on va avoir des petits stress qui sont assez, on va dire, normaux parce qu'on est en développement, parce que c'est des périodes un peu charnières. Puis adolescent, personne n'agit non plus. Quand c'est des grosses périodes de, encore une fois, très charnières de développement où là, l'anxiété est des fois presque, on va dire, logique, vu les expériences de vie qui sont difficiles, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas soutenir. Et après, quand on rentre dans les études qui peuvent être hyper anxiogènes, moi je suis juriste de formation, donc les études de droit, ça reste, c'est pas les études les plus difficiles, mais c'est un climat qui est assez anxiogène, qui est assez, peut être assez particulier, assez dur. Et après, on rentre dans le monde du travail, et là, souvent, on se prend la claque du siècle niveau anxiété. Et après, tu connais très bien aussi tout ce qui est burn-out. Pour moi, le burn-out a toute sa place dans l'anxiété puisque c'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, c'est là où j'en suis un peu venue. J'ai été juriste pendant un petit temps, mais déjà pendant mes études, je me suis rendu compte que je voulais aider les gens, mais je voyais bien que quand je voulais les aider juridiquement, j'avais les compétences, mais moi, ce que je voulais, c'était les aider, eux, à se sentir bien. Pas juste à régler leurs problèmes de contentieux, peu importe le contentieux. Mais voilà, c'était vraiment aider les gens à se sentir bien. Et l'anxiété, pour moi, c'était, comme tu l'as dit, de un, le mal du siècle, et de deux, je pouvais allier, oui, mes compétences, du coup, professionnelles que j'ai acquis, parce que j'ai fait une certification professionnelle de sophrologue et que je continue de me former beaucoup, mais surtout me dire, OK, il y a quand même des choses, et on le voit quand on l'apprend, quand on n'a pas vécu une crise d'angoisse, c'est dur de se rendre compte à l'impact que ça peut avoir à l'instant T et après dans, par exemple, la peur d'avoir peur. Alors que si juste on intellectualise, on connaît la crise d'angoisse, on sait, il y a plein de thérapeutes qui sont infiniment compétents et qui ont fait même beaucoup plus d'études que moi. Et il y a le côté de, je ne l'ai pas vécu dans mes tripes. Et c'est là où des fois je vois qu'avec des personnes, ça débloque de pouvoir dire, mais je comprends. Je sais que c'est pas juste du stress, c'est pas juste je me sens pas bien sur le moment. Donc je pense que ça a été, j'ai vu que je pouvais allier les compétences et l'expérience professionnelle, personnelle, pardon, et mon expérience professionnelle, du coup, des fois avec des petits tips ou je pense qu'on a quand même une capacité, un esprit analytique quand on est juriste qui fait qu'on veut des solutions. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à essayer d'aller le plus vite possible. Mais
un rythme qui permet aux gens d'avoir des objectifs, d'être dans le go. On va pas forcément parler pendant des heures de thématiques annexes, on reste un peu sur le centre du sujet. Donc voilà, c'est un peu l'alliance toujours de toutes mes expériences et des compétences évidemment. De ce que je retiens de ton partage, je noterais, et je pense que effectivement tu as raison de le soulever, c'est que on n'est pas anxieux uniquement dans nos rapports sociaux, mais on est anxieux dès qu'on rentre dans un contexte collectif, et ça peut être dès l'école, et que si c'est pas pris en charge, ben en fait ça évolue pas forcément avec nous. Ça ne disparaît pas en tout cas tout seul, ça c'est sûr. Et qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être relativement graves, ou en tout cas être très incapacitantes, parce qu'effectivement, une crise d'angoisse, en fait, tu ne fais rien d'autre pendant que tu es dans l'angoisse. Donc, c'est désagréable à vivre. C'est pas forcément très bien compris ni très bien soutenu par mes connaissances, comme tu l'as dit. Et du coup, bah, c'est vrai que du coup, on se retrouve face à une situation où on essaye de pallier ça comme on peut avec les outils qu'on a à notre disposition parce qu'on a chopé à gauche, à droite ou sur les réseaux sociaux, on a vu une vidéo de 1 minute 30. Mais voilà, rien ne remplace selon moi l'approche d'une professionnelle. C'est pour ça que je t'avais demandé si tu étais d'accord et donc merci d'avoir accepté de faire l'épisode avec moi aujourd'hui. Donc, comme tu le sais, moi, mon prisme d'attaque, c'est qu'une organisation bien menée est là pour soutenir la vie de tes rêves et que donc, bah, évidemment, elle vient gommer dans une certaine mesure en fait, l'anxiété que tu peux recevoir au quotidien, puisque pour moi, une anxiété, c'est la différence qu'il pourrait y avoir entre la situation rêvée et celle que tu vis actuellement dans ta réalité. Et du coup, toi, quel lien tu fais justement entre la thématique de l'anxiété de l'approche sophrologie? De l'approche, tu me poses une colle. Parce qu'on n'a pas trop sophrologique, ça se dit pas trop. Ouais, Moi, je dirais de l'approche psychocorporelle, peut-être plus dans ce ok. cas-là. Donc, quel est le lien selon toi entre l'approche psychocorporelle et l'approche organisationnelle, tu vois, dans un contexte un peu bah, justement professionnel? Alors, on va essayer de pas y rester 3 heures parce que pour moi, des liens entre anxiété et organisation, il y en a énormément, y compris en plus dans l'approche de sophrologie où nous, on essaye de résoudre les besoins à l'instant présent de la personne. On reste sur un futur proche ou en présent et c'est là où l'organisation, elle a tout son sens. Pour schématiser, je dirais que l'anxiété et l'organisation, on part soit sur un cercle vicieux, s'il n'y a pas d'anxiété, ou si, au contraire, après, je voudrais en parler vite fait, mais si l'organisation est trop un carcan et que du coup, elle renforce l'anxiété ou qu'elle la maintient. Et ça peut être un cercle vertueux si du coup, l'organisation, elle permet de réduire l'anxiété ou du moins de faire en sorte qu'on a moins de charge mentale, parce que la petite parenthèse, c'est que la charge mentale joue beaucoup sur l'anxiété, et au plus on a de charge mentale, au plus on aura d'anxiété, et également la fatigue. Et pour moi, la charge mentale et la fatigue, que ce soit une fatigue cognitive ou même physique, parce qu'on travaille trop d'heures, toutes les deux, avec une bonne organisation, elles réduisent, et c'est vu que c'est les plus gros facteurs de risque de l'anxiété. Déjà, pour moi, la première approche, c'est que bonne organisation, on réduit les principaux facteurs de risque d'augmenter son anxiété ou qu'elle arrive. Si on parle de quelqu'un qui a pas d'anxiété ou peu, mais qui veut surtout être en préventif et pas qu'elle augmente. Aussi, je pense que trop peu d'organisation, ça peut être aussi un facteur pour avoir plus d'anxiété, parce qu'il faut voir que de base, l'anxiété déteste l'imprévisibilité. Donc attention, parce que des fois, ça peut nous pousser à avoir une organisation qui nous enferme trop, parce qu'il faut quand même qu'on ait une petite tolérance à l'incertitude, mais il y a une petite tolérance qu'on travaille en thérapie, et faire qu'il n'y a aucune organisation, donc toute ma vie n'est que chaos, n'est qu'incertitude. Donc pour moi, l'organisation, elle permet justement de jouer, d'accepter qu'il y a une part d'imprévisible, mais je sais très bien qu'avec tes méthodes, on inclut des buffer time, des choses qui permettent de dire, OK, il y a de l'incertitude, mais je la prends en compte dans mon quotidien. Et ça, l'anxiété, c'est très rassurant parce qu'on sait que s'il y a un problème, on va pouvoir le régler tel jour, telle heure. Et donc, par exemple, sur tout ce qui est rumination, c'est ce qu'on conseille de faire en thérapie. On conseille aux gens de se créer une organisation ou du moins de se trouver vraiment un moment où ils pourront se dire, OK, hop, là, je sais que je peux me calmer à l'instant T parce que ça sera réglé à telle heure. Et je pense qu'après, la chose où il faut faire attention dans le lien entre anxiété et organisation, c'est que par contre, si on veut trop s'organiser pour en fait que toute notre vie, heure par heure, soit planifiée, cataloguée pour en fait enlever tous les problèmes potentiels et les menaces qui pourraient déclencher notre anxiété,
Là, par contre, pour moi, c'est pas bénéfique parce qu'en fait, on va s'enfermer dans quelque chose et ça a un côté hyper anxiogène de j'ai raté là le début de l'heure, comment je vais faire, machin, je prends du retard. Donc pour moi, le lien entre anxiété et organisation, pour reschématiser, c'est un peu une rambarde. Ça, ça nous permet d'être là, de se reposer. Ça va pas faire les choses à notre place. Ça va pas vraiment nous guérir, entre guillemets, même si bon, la guérison de l'anxiété, c'est quand même voilà, c'est son sujet. Mais c'est de dire, voilà, je veux aller mieux, c'est quelque chose qui va me permettre de me soutenir dans, voilà. Et si je l'ai pas, par contre, oui, je risque de tomber beaucoup plus que si je l'ai pas. Mais pour moi, voilà, faut vraiment une organisation souple. En fait, tout ce que tu proposes pour moi avec des blocs-temps qui permettent de sécuriser la journée, mais qui vont pas rajouter l'anxiété de je suis en retard. Et surtout, vraiment, d'un point de vue santé mentale, le plus important, c'est tout ce qui va être ces blocs-temps qu'on met pour le buffer time, de se dire là, je vais pouvoir gérer les imprévus, ne pas prendre de retard pour notamment tout ce qui est la gestion des ruminations. Et donc, si jamais vous découvrez ce podcast aujourd'hui avec l'interview d'Emma et que vous ne savez pas ce que c'est un buffer time, c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi en français une zone tampon. Et c'est de planifier dans sa semaine une zone bien précise. Donc, je préconise une demi-journée par semaine. Vous allez me dire, c'est énorme, je n'ai pas une demi-journée par semaine, mais vous allez voir que c'est important. C'est tout simplement un moment donné qui est dédié à la gestion des imprévus. Parce qu'on en a tous. La seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'il y aura des galères. Donc, autant se prévoir aussi un petit créneau. Si c'est 1 heure, c'est déjà mieux que rien pour régler justement ces imprévus et participer à sa sérénité quand on est organisé. Donc, l'autre chose que je peux vous conseiller, c'est que j'ai été invitée moi aussi sur le podcast d'Emma, Panique pas. Donc, on a fait un épisode dédié justement à la partie comment avoir une organisation qui soutient sa sérénité et donc qui n'alimente pas son anxiété. Je vous invite à l'écouter. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Bon, finissez déjà celui-ci, hein, parce qu'Emma va vous donner des conseils aussi pour lutter contre les situations un peu anxiogènes. On va y revenir juste après. Mais voilà, en tout cas, si la partie organisation vous intéresse, sachez qu'il y a des ressources déjà sur le podcast que vous êtes en train d'écouter et chez Panique pas d'Emma. Et donc, on va parler de la réalité concrète, de la réalité qu'on vit, qu'on soit entrepreneur ou pas, puisque on vit tous et toutes des journées particulièrement difficiles et anxiogènes, des choses qui se sont pas du tout passées comme prévu, le rendez-vous du garagiste qui devait durer une demi-heure, qui a duré 3 heures, et du coup ça décale toute la journée, le client pas très sympa qui demande un livrable pour avant-hier, bref. Donc, on se met un petit peu en situation. Imaginons que je suis ta patiente ou ta cliente, je sais pas comment on dit, et que j'arrive en consultation avec toi. Bah, en fait, après une journée où en fait je suis sur les rotules, il est 18 heures, j'en peux plus de ma vie, j'ai pas dormi, je suis jeune maman et en plus il m'est arrivé que des galères aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je pense que bon, ça, ce serait parce que je ferais de la validation émotionnelle, donc c'est-à-dire dire que c'est normal, que ça arrive à tout le monde, que c'est OK, que c'est pas, ça veut rien dire de notre valeur en tant que personne. C'est une expérience qui est très commune. Ça veut pas dire pour autant, parce que souvent quand on dit commun, on a l'impression qu'on minimise la souffrance. C'est pas parce que c'est commun qu'on souffre pas tous beaucoup de ce genre de situation. Donc déjà, premièrement, c'est se poser, regarder autour de nous et dire ça n'arrive pas qu'à moi. Je suis pas la seule. C'est pas que moi j'ai un problème en tant que personne ou quelque chose qui va pas. C'est quelque chose qui malheureusement arrive et est courant, surtout dans certaines périodes et saisons de vie. Et pour vraiment aller concrètement dans le travail, la première chose que je ferais, c'est nommer les émotions. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce que là actuellement je porte encore de cette journée? Et ça, on peut avoir de l'anxiété, de la peur, mais des fois après l'anxiété, on peut avoir plein d'autres émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être souvent c'est de la colère envers soi-même ou envers les autres ou envers quelque chose. Pas pareil dans l'approche. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'apathie. Il me reste plus rien. En fait, je n'ai plus rien. Mon sac, il est totalement vide. J'ai toujours pas d'émotion, c'est une émotion. Parce que si on est trop vidé, ça peut être au contraire une émotion plutôt neutre qui montre que bon, malgré une journée qui était hyper anxieuse, pour le coup, là, le cerveau, il a réussi à se réguler tout seul et on est revenu à quelque chose de plutôt calme. Si on voit que l'émotion, elle est OK ou elle est plutôt agréable, en soi, c'est que ça va. C'est que quand même, même si la journée était super anxiogène, notre cerveau, il a fait son taf, il a réussi à se réguler, le système nerveux aussi. Donc, déjà, ce serait un point positif. Sinon, on passera à l'étape 2. Pourquoi nommer l'émotion? Ça paraît très simple.
c'est parce qu'il y a plein d'études qui montrent qu'en fait, nommer une émotion, c'est déjà une forme de régulation émotionnelle. Parce que ça enlève le côté où on subit un état émotionnel qu'en plus on comprend pas ou qu'on nomme pas. Donc c'est juste le je me sens pas bien, ça va pas, je sais pas pourquoi, ça me saoule. Et souvent, juste je me sens pas bien et je subis l'émotion parce que je la comprends pas. Si on met un mot dessus, inconsciemment, le cerveau il va commencer à vouloir résoudre tes problèmes parce que c'est ce qu'il fait de mieux. Et donc, pourquoi j'ai cette émotion? D'où elle vient? Est-ce que c'est normal? Et c'est un peu cette, on va dire, cet état d'esprit, il est un peu plus constructif que le fait de subir l'émotion. Voilà, ça c'est mon approche. J'aime bien expliquer pourquoi on fait les choses. Parce que je trouve que ça nous remet en tant qu'acteur. On n'écoute pas juste parce que moi, en fait, oui, j'ai les compétences, mais je ne suis pas non plus donneur de vérité. Je veux qu'on puisse comprendre les étapes au fur et à mesure. Donc, on nomme son émotion. Qu'est-ce qu'on a? Là, qu'est-ce qu'on ressent? On peut s'aider d'une roue des émotions. Il y en a plein sur Internet qui sont gratuites. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir d'ego sur ce point-là. Regardez aussi les roues des émotions pour les enfants, si c'est quelque chose qui est très nouveau pour vous. Parce qu'il faut savoir qu'au cabinet, on ne les utilise même pas avec les enfants parce qu'elles sont déjà un peu trop complexes pour eux. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Aller au plus, si c'est quelqu'un qui a l'habitude, prendre une roue des émotions très très fournie. Sinon, prendre une roue des émotions avec 10, 12 émotions, les émotions de base. C'est très bien pour commencer et pas pour prendre peur. Parce qu'il y en a qui sont assez savantes et qui même nous font un peu peur des fois. Donc, donc voilà. La deuxième chose, si donc l'émotion, elle est plutôt désagréable ou que c'est une émotion pour une raison ou une autre qu'on n'aime pas particulièrement ou avec laquelle on ne se sent pas à l'aise. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui, par exemple, détestent ressentir de la colère ou de la tristesse, d'autres pour qui c'est plus OK. Ça peut venir de plein de facteurs. C'est de se demander, OK, j'ai toutes ces émotions, est-ce qu'il y a aussi de l'anxiété ou pas? Donc on va regarder, on va chercher de la peur, de la nervosité, avoir l'impression que quand même cette journée, OK, elle est passée, mais que les problèmes, ils sont toujours là et ils pèsent toujours sur nous actuellement. Si ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer la suite du processus comme si vous aviez de l'anxiété. Si vous n'en avez pas, vous gardez l'émotion que vous avez déjà nommée et vous faites le même processus avec votre émotion. On va dire que pour la simplicité de ce que je vous propose aujourd'hui en 4 étapes, on va dire que l'anxiété, c'est une émotion. Donc comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, est-ce que l'émotion est toujours là, oui ou non? Si oui, est-ce qu'elle est plutôt dans mon corps ou est-ce qu'elle est plutôt dans mes pensées? Ou est-ce que je la ressens majoritairement? Par exemple, pour l'anxiété, on voit assez bien, c'est assez clair souvent. Pour les émotions, ça peut être un peu plus difficile. Typiquement pour la colère, est-ce que je serre mes poings? Est-ce que j'ai mal au ventre de colère? Ou est-ce que c'est plutôt des pensées du type ah, j'en peux plus, j'ai envie de lui crier dessus, une voix intérieure, un discours intérieur qui est très énervé. Donc on peut avoir les deux, mais on essaie juste de savoir si c'est plus dans le corps ou si c'est plus dans les pensées. Souvent, si on ne sait pas, c'est que c'est plus dans le corps. Parce que souvent, les pensées, on est à peu près sûr qu'on ressent l'émotion dans ses pensées. Ça va déterminer quel type d'exercice on va faire ensuite. La troisième étape, c'est est-ce que mes besoins essentiels ils sont remplis? Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai bu? Est-ce que j'ai dormi? Et est-ce que j'ai sociabilisé avec un autre adulte aujourd'hui? Là, je pense aux mamans. Quand on parle de sociabiliser, on parle avec un autre adulte. Parce qu'avec les enfants, c'est. Alors, oui, c'est du social, mais c'est différent. C'est pas le social qui nourrit le cerveau en tant que besoin essentiel, on va dire. Qu'est-ce qu'on a parlé à un autre adulte aujourd'hui? On peut aussi potentiellement se poser la question pour les personnes qui travaillent avec de la clientèle. Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un qui n'est pas un client? Qui n'est pas dans cette relation? Parce que si, par exemple, on est préparateur en pharmacie, on parle toute la journée avec des clients, mais on n'est pas dans un rapport d'égal à égal, on est dans un rapport où on sert quelqu'un. Donc c'est parce qu'en fait, j'ai parlé à quelqu'un avec qui j'ai un rapport d'égal à égal et que je peux avoir une conversation qui va me nourrir, voilà. Si c'est pas le cas, vous arrêtez tout, vous le faites direct. Parce que votre cerveau, s'il a pas de carburant, il pourra pas travailler sur lui, ni sur l'anxiété, ni sur les émotions. Donc, on stoppe tout, on mange, on boit, on fait une sieste si on a besoin, on parle à un être humain, voilà. Sur les besoins, pareil, si vous hésitez sur les besoins fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, vous trouvez des roues des besoins ou des listes de besoins sur internet très facilement et totalement gratuitement. Donc comme ça, si vous savez pas du tout ce que c'est, vous restez sur les principaux, manger, boire, dormir, parler. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous trouvez des listes de besoins très facilement. Et on arrive à cette fameuse étape de qu'est-ce qu'on va faire pour se détendre? Et là, ça va dépendre de si l'émotion, on retourne à la question 2, est-ce qu'elle était dans le corps ou est-ce qu'elle était dans les pensées? Normalement, si vous avez fait l'étape 3 et qu'il y avait un besoin qui n'était pas rempli, si vous l'avez rempli, par exemple, si vous avez mangé, des fois, on sent que ça va un petit peu mieux ou du moins que ça semble un peu plus gérable. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on passe à l'étape 4.
Là, l'idée, ça va être, est-ce qu'on a envie de travailler dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les ressources, là, maintenant, tout de suite, pour travailler sur une émotion? Ou est-ce qu'en fait, on se dit que c'est OK, soit de la laisser passer, soit de se défouler, d'aller courir, soit de râler, soit de parler, soit en fait, de se dire, là, j'ai juste envie de râler. J'ai pas envie de travailler sur mon émotion, j'ai envie de râler. Et ben, on râle. Si on a personne à qui on peut râler, on prend le dictaphone de son téléphone, on l'ouvre et on râle. Et on râle et on râle et on râle. Et quand on a fini de râler, on efface. L'audio, ça marche pour toutes les émotions. Si on a envie de parler et qu'on n'a personne, on peut faire ça aussi. Verbaliser, faire sortir, que ce soit dans le corps ou dans les pensées. Si vous ne vous sentez pas de travailler, ça peut être très bien. Ne pas travailler sur l'émotion, c'est aussi totalement OK si vous n'en avez pas envie. Parce que, encore une fois, on retourne aux besoins. Peut-être que là, actuellement, le besoin, c'est pas travailler sur vous, parce que la journée, elle était horrible et qu'on a juste envie de passer à autre chose. Si votre besoin actuellement, c'est le déni de vous mettre devant Netflix et de dire non, non, j'ai pas du tout peur de demain, eh ben peut-être que c'est OK. Là, on parle d'une journée particulièrement anxiogène. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça se répète sur des mois, des années. Maintenant, si c'est 3 fois dans la semaine parce que c'est la pire semaine ever, que vous en pouvez plus, c'est OK aussi. Là, on n'est peut-être pas toutes d'accord, mais en tout cas, en sophro, on n'est pas sûr. Il faut être parfait, il faut être parfaitement équilibré. Il ne faut pas que ce soit pathologique. Or, ne pas avoir envie de travailler sur ses émotions les 3 quarts du temps, c'est tout à fait normal. Si maintenant vous vous dites, OK, bon, bah, go, j'ai trop envie de travailler sur moi, on va dire que globalement, vous retrouvez plein de ressources. Alors, soit sur mon podcast, soit il y en a aussi, parce que je ne suis pas la seule maison qui fait ça. Il y a plein d'autres personnes qui proposent aussi. Juste attention de prendre des exercices d'une personne qui sait de quoi elle parle, si possible, qu'elle ait au moins une approche, c'est-à-dire qu'elle soit sophrologue ou hypnothérapeute, mais qu'elle ait en fait une approche qui permet que ce soit cohérent dans la construction de l'exercice. Pour les pensées, moi, je vous oriente vers l'écriture. Écrire vos pensées, les poser sur le papier, les dire à l'oral, comme je vous ai dit, avec un dictaphone. Si on est dans le corps, je vais vous orienter plutôt, effectivement, vers de la relaxation, si c'est possible, ou sinon, tout ce qui est, ça s'appelle la relaxation de Jacobson, pour les personnes qui n'arrivent pas à juste se détendre. On viendra contracter et décontracter la zone. Mais en gros, étape 1, on nomme. Étape 2, est-ce que l'anxiété, elle est là? Est-ce qu'elle est dans le corps? Est-ce qu'elle est dans les pensées? Troisième point, est-ce qu'avant de travailler dessus, j'ai quand même mangé, dormi, parlé à quelqu'un, pris soin de moi 1 seconde? Et quatrième étape, est-ce que j'ai envie vraiment de travailler dessus? Sinon, je pars faire ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai envie de travailler dessus, soit c'est dans le corps et je vais plutôt dans la relaxation, soit c'est dans les pensées, je vais plutôt vers l'écriture. C'était hyper intéressant. Alors, tu sais, moi, je suis là en train de recevoir toutes ces informations et je me dis, mais c'est génial! Mais c'est trop bien! Alors, pour rebondir quand même sur ce que tu as dit, parce que là, tu as effectivement donné beaucoup d'informations en un temps très rapide, mais je dirais que je comprends la logique de l'exercice, qui est de je ressens une émotion forte, positive ou négative, et je souhaite traiter cette information pour arrêter de la subir. Effectivement, commencer à intellectualiser ce qu'on ressent, concrètement nommer ce qu'on est en train de vivre, voilà, c'est la première étape pour effectivement prendre du recul. Après, j'ai tendance à penser que dans la méthodologie que tu nous as présentée, l'idée, c'est de procéder par élimination. Est-ce que c'est un besoin qui n'est pas rempli alors qu'il est fondamental? Oui, non. Est-ce que c'est plutôt un blocage qui se situe au niveau du mindset, de la tête ou du corps? Et auquel cas, comment on répond? Et quand même, le truc important, je pense qu'il faut rajouter, c'est quand on est en train de vivre une émotion compliquée, cette méthodologie-là, elle ne peut pas s'exercer pour la première fois de manière fluide. Et c'est normal. C'est que moi, j'aurais tendance à penser que ces mécanismes, il faut se les noter dans un coin de sa tête ou sur un carnet, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà, vous êtes chez vous. Notez-vous ça, prenez-le comme une boîte à outils et dites-vous, peut-être que la prochaine fois que j'en aurai besoin, je m'autoriserai, après une journée de galère, à me regarder un épisode Netflix et à arrêter de culpabiliser et de me juger parce que j'ai pas traité l'émotion, que ce soit frustration, colère, anxiété, stress, comme on a dit, voilà, le package qui va bien. Et ben moi, je trouve ça complètement pertinent en fait. Tu vois, pertinent, déculpabilisant, se dire aussi ouais qu'on n'est pas seul parce qu'on a tendance quand même à se dire il y a que moi qui vis cette galère, comment ai-je pu
on tombe rapidement dans l'apitoiement sur son propre sort, ce qui n'est pas une manière efficace de traiter l'information de l'émotion, on est d'accord. Ça peut être utile, comme tu disais, si on doit râler, si on doit s'exprimer, c'est qu'il y a quelque chose à faire sortir, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que ça règle pas les situations. Donc, autant faire ça, moi tu sais que j'aime l'optimisation, j'aime la productivité. Heureusement, on n'est pas productif dans tous les aspects de sa vie, mais moi j'ai tendance à penser que on peut être productif pour éviter de passer trop de temps sur la partie négative de notre vie. Et c'est ce vers quoi je tends et c'est ce vers quoi j'accompagne mes clientes aussi. Donc, je pense que c'est le cas également pour toi. C'est pour ça que tu nous as livré cette méthode clé en main. Donc, je pense que vraiment, ça répond à la question de pas mal de gens aujourd'hui. Donc, merci pour ça. On va dire que l'idée, là, tu nous as donné plein de pistes différentes. Donc, c'est à explorer, voir, tester ce qui fonctionne pour nous. Mais si tu devais nous recommander un exercice particulier, tu vois, pareil avec ce narratif de mise en situation dans une journée anxiogène où carrément on a vécu il y a pas longtemps, voilà, une situation stressante. Comment on se remet concrètement avec un petit exercice simple que tu pourrais donner à ton patient du jour? J'ai choisi déjà un exercice dont on parle pas de la respiration, parce que j'estime que c'est pas le plus adapté et surtout un exercice un peu préventif. Je m'explique. Pas préventif dans vous pouvez tout à fait le faire après une journée anxiogène, préventif pour pas que les émotions s'installent. Là, le but, c'est de se dire: «On fait cet exercice quand ça va pas pour éviter qu'on se traîne cette émotion après pendant, toute la semaine, le mois, l'année et cetera». Juste avant, je rebondis sur un tout petit truc que tu as dit. Pour moi, je suis tout à fait d'accord. Tout En fait, tout est OK à partir du moment où c'est fait dans la conscience. C'est-à-dire que n'avoir comme stratégie pour gérer une émotion que de s'apitoyer sur son sort, là, pour moi, ça devient problématique parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Maintenant, de dire: «Aujourd'hui, j'ai envie de m'apitoyer, j'en peux plus, en fait, j'ai envie de m'apitoyer sur mon sort parce que là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres gens qui vivent un truc aussi dur que moi, mais je le sais et je m'autorise ça aujourd'hui, là». Pour moi, c'est totalement OK. C'est vraiment tant que c'est fait dans la conscience et on arrive à avoir ce truc, même si évidemment c'est, comme tout en thérapie, on apprend aux gens à développer des ressources, mais vous l'apprenez pas en une séance et ça s'apprend pas comme ça. C'est un processus dans le temps, il faut aussi malheureusement être patient avec soi-même, mais en fait, à partir du moment où on est dans la conscience de ce qu'on fait, quasiment tout est OK. À part si vraiment on se fait du mal à soi ou aux autres, mais ça c'est un extrême, je veux dire. Pour l'exercice, assez simple, je dirais. On va être sur ce qu'on appelle la relaxation dynamique. Parce que souvent, quand on est très tendu, que c'était très anxiogène, on a du mal à se détendre et à aller dans juste: «Je détends mon corps», même si c'est ce qu'il faudrait faire, mais moi la première, impossible. Donc c'est pour déloger aussi pas mal de tensions dont on n'a pas forcément conscience. Ce que vous allez venir faire, on va se, préoccuper on va aller sur le haut du corps. Pourquoi? Parce que c'est très rare et certaines personnes qui ont des tensions dans les jambes. Si c'est le cas pour vous et que vous avez des tensions dans le bas du corps, vous pourrez me contacter, il y aura mon profil Instagram, je vous expliquerai comment le faire sur le bas du corps. Ça reste extrêmement rare. Normalement, dans tout ce qui est émotionnel, on est plutôt sur le tronc, à la rigueur sur la tête, on va dire de la tête aux hanches. C'est là où on a vraiment le maximum de tension, y compris surtout sur la zone, le cou et les épaules, le ventre, le bas du dos. C'est les grosses zones de tension quand on a, mais que ce soit de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, on peut avoir aussi la poitrine. Bah, c'est vraiment le gros spot, on va dire, des émotions. Donc, ce qu'on va venir faire, on va commencer par le cou et les épaules. Pour chaque zone, on viendra inspirer, contracter les muscles. Donc, par exemple, vous ne me voyez pas si vous écoutez le podcast, mais pour les épaules, on viendra les lever vers les oreilles. Pour la poitrine, on viendra se recroqueviller un peu vers l'avant. Pour le ventre, on vient serrer les abdominaux très fort. Pour le bas du dos, on peut venir soit partir un peu en arrière pour contracter le bas du dos. L'idée, c'est j'inspire, je contracte et j'expire, je laisse juste en fait, je stoppe la contraction. Et ce qui va se passer, c'est que le corps va arriver à se relâcher parce il s'est d'abord contracté. Et donc là, il va se dire: «OK, je suis obligé de relâcher» parce qu'elle me demande d'arrêter de contracter. Et c'est comme ça qu'on va venir trouver la détente un peu plus. Si vous avez des douleurs que dans le cou et les épaules, évidemment, pas besoin de le faire sur les autres zones. Vous vous concentrez, vous gardez que, voilà, ou que le bas du dos ou que le ventre. Voilà, dans l'idée, vous n'êtes pas non plus obligé de les faire dans l'ordre. Simplement, vous prenez un moment, vous vous dites: «Où est-ce que j'ai mal? Où est-ce que je me sens pas bien?» et vous essayez de trouver un peu plus de détente, un peu plus de confort en partant vers avec cette inspiration-contraction
et cette expiration, ou juste on relâche. On ne cherche pas forcément à détendre, juste on arrête de contracter activement la zone. C'est hyper facile et hyper rapide. Je pense que tout le monde peut le faire. Justement, il n'y a pas besoin de matériel, donc c'est idéal parce que tu peux le faire genre en allant faire les courses, tu vois. Donc c'est nickel. Est-ce que on peut dire que ce relâchement d'une contraction dont on n'aurait pas conscience, c'est aussi d'envoyer le message à son corps qu'il n'y a pas de danger immédiat? Oui, absolument, Ok. totalement. C'est l'activation du système nerveux qui nous montre, enfin de la partie du système nerveux, parce qu'il peut s'activer en parasympathique ou en sympathique, selon si rapidement, si on est face à une menace ou si on fait repos-digestion, moi je l'appelle, pour faire rapide. Et effectivement, bah, si on se détend, si on se repose, si on prend un moment pour soi, forcément qu'il va s'activer. C'est aussi pour ça que pour toutes les personnes qui demandent pourquoi la respiration, ça marche, tout simplement parce qu'une respiration lente et profonde, c'est la digestion, c'est le repos, et une respiration très courte, très saccadée, des grosses contractures musculaires, c'est l'anxiété et c'est potentiellement la menace et la fuite. Et autre question de non-initié, si on a du mal à écouter son corps, qu'on est assez déconnecté, mais qu'on veut quand même réaliser l'exercice, est-ce que tu préconises de faire une contraction musculaire, mais qui soit centralisée sur l'ensemble des muscles qu'on peut sentir et maîtriser, et un relâchement qui soit plus global, comme un moyen efficace de réaliser cet exercice, ou tu préconises plutôt de faire du ciblage zoné? Alors là, ça dépendrait un peu plus de la personne parce qu'on va dire que quand même, tout contracter d'un coup, il y a des personnes qui arrivent tout de suite et des personnes pour qui c'est un peu plus dur. Donc vous pouvez essayer, si ça fonctionne très bien. Sinon, je vous préconiserais plutôt de faire les épaules, la poitrine, le ventre et le bas du dos et de voir en fait là où vous vous sentez le mieux. Et si à un moment dans l'expiration et le relâchement, vous vous dites oh punaise, ah ouais, là c'est bien, vous savez qu'après c'est plutôt là qu'il faudra cibler. Et attention sur le ciblage parce que parfois l'anxiété elle peut bouger parce que sinon c'est pas drôle. On peut être très anxieux, avoir voilà, par exemple des maux de ventre intenses avec l'anxiété et un jour ne plus avoir de maux de ventre et avoir mal au dos. Donc bon, ça souvent on le ressent parce que du coup c'est qu'on sait déjà qu'on est anxieux, c'est qu'on se connaît. Mais je trouve que c'est bien de temps en temps de se refaire un peu tout le haut du corps pour voir où on en est. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la technique du body scan. Vous en trouvez plein sur YouTube, même sur mon podcast, il me semble. Là, ça va être vraiment apprendre à trouver les tensions sans avoir besoin de contracter. Et du coup, il nous reste que les contractions ciblées après à faire. Bah écoute, merci Emma pour tout ce que tu nous as apporté comme connaissance. J'ai trop envie de tester l'exercice là, justement pour déterminer où sont les zones contractées et pouvoir amener un peu plus de détente dans le corps parce que on vit tous des moments stressants. On n'a pas envie de les traiter, tu l'as dit, et ça c'est OK. Par contre, pouvoir trouver une solution à son stress qui soit pas non plus un programme en 20 étapes, qui prend 10 heures par jour, machin, c'est très bien. Et, euh, et je pense que c'est juste très actionnable, très adapté aussi au quotidien de gens qui sont épuisés, sursollicités, tout ce que tu veux. Donc c'est parfait. Je pense qu'aussi, je vais dire qu'il faut absolument aller écouter au moins un de tes épisodes de podcast, ne serait-ce que sur le body scan, si vous arrivez à le Oui, trouver. Si Emma veut bien, je mettrai le lien en description de l'épisode si elle me le donne. Comme ça, vous bien sûr. irez voir directement. Et puis, bah, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, sur Instagram. Oui, sur mon podcast, du coup, panique pas, sur toutes les plateformes d'écoute. Et aussi, si vous le souhaitez, soit en consultation, en téléconsultation ou au cabinet, moi je suis dans le sud de la France, soit sinon sur le Sophro Club, ma plateforme du coup d'abonnement, pour les personnes qui ressentent pas le besoin d'être accompagnées ou qui n'ont pas le temps, parce que le temps est une denrée rare de nos jours, ou qui n'ont pas forcément les moyens aussi, parce que quand on se lance dans un business, on ne met pas forcément les investissements pour nous au début, mais plus pour le business. Donc voilà, vous pouvez avoir tous les mois une nouvelle thématique avec plein de ressources. Et également, moi je dis toujours, une petite sophrologue dans la poche, puisque vous avez un forum de discussion où vous pouvez parler entre vous pour avoir la force du groupe, de la communauté, avec plein de jeunes mamans, plein d'anxieuses, et aussi moi, puisque je réponds à toutes vos questions et je vous fais notamment des mini-podcasts exclusifs sur vos problématiques pour vous débloquer. Écoute, ça donne très envie. Je mets évidemment les liens en description de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, bien entendu. Et est-ce que tu peux juste nous parler un peu plus du Sophro Club? Qu'est-ce qu'on retrouve comme ressources à l'intérieur et en quoi ça va nous débloquer du stress, de l'anxiété? Alors, on retrouve plusieurs formes de ressources. Déjà, tout ce qui est ressources qu'on appelle de psychoéducation.
Donc là, c'est pour se comprendre, comprendre notre corps, pourquoi on agit comme ça, avec des petites fiches pour comprendre, par exemple, le perfectionnisme, l'anxiété au travail, les risques psychosociaux au travail, par exemple. Toi, je sais que ça doit te parler, vu ton ancienne vie. On Oui. retrouve on retrouve aussi par exemple, des ressources vidéo. J'avais filmé les bases de la respiration, où je vous guide à travers les bases de la respiration. Et après, beaucoup évidemment de ressources audio, où vous avez typiquement, je vous présente un exercice, mais je le narre, c'est-à-dire que je suis avec mon petit micro, je vous explique, là il faut inspirer, on contracte, on relâche. C'est mon podcast avec des ressources beaucoup plus exclusives, où on va plus loin. Et surtout, chaque mois, en fait, vous avez comme une mini formation sur le sujet. Et d'ailleurs, vous avez aussi accès à des ateliers que j'avais pu donner, des conférences sur des sujets et aussi des petites formations. Quand il me sort l'envie de vous faire une formation, je la mets sur le Sophro Club. Donc ça permet en fait d'avoir toutes les ressources qui peuvent vous aider pour les gens qui ont envie de faire ça chez eux, à leur rythme. Ce qui est bien avec cette offre, je pense, c'est que ça va être des ressources de qualité que tu mets à la disposition, ce qui évite justement de devoir soi-même faire le tri entre ce qui est de la bonne information pour soi et ce qui ne l'est pas. L'avantage de faire appel à quelqu'un de certifié, tout simplement. Et effectivement, à un prix plus qu'abordable. Donc, merci pour cette proposition de valeur. Voilà, c'était tout. L'épisode de Lady Boss Mode On est terminé pour aujourd'hui. On remercie encore Emma